Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise bancaire? En l'espace de quelques jours, la Silicon Valley Bank s'est effondrée aux États-Unis et en Europe, le Crédit Suisse a failli entraîner l'économie mondiale dans sa chute. Pour limiter les dégâts, les autorités publiques ont déboursé des dizaines de milliards d'euros. Je vais vous expliquer pourquoi le système bancaire ne tient qu'à un fil, mais aussi pourquoi il ne risque pas vraiment de casser. Pour mieux comprendre, analysons le fonctionnement d'une banque. Les plus assidus d'entre vous se rappelleront notre vidéo sur la récession économique et le village de Allentown. Pour la toute première fois, une banque s'installe dans la rue principale. Un premier habitant décide d'y placer ses économies, 1000 €. Il se trouve qu'un autre habitant veut s'acheter une voiture, mais n'en a pas les moyens. La banque lui propose de lui prêter cet argent en échange d'intérêts, qu'elle reverse en partie au propriétaire de la somme, comme ça tout le monde est content. L'argent du premier villageois ne se trouve donc pas dans le coffre de la banque, mais bien dans la voiture du second villageois. Peu à peu, d'autres habitants décident de placer leurs économies et d'autres empruntent de l'argent pour investir dans toutes sortes de choses. L'économie du village bat son plein. Par contre, tout ça répond à une condition: que tout le monde ne retire pas son argent en même temps. Car la banque ne garde dans ses coffres que de quoi permettre à ses clients de faire des retraits quotidiens. Si tout le village décidait de retirer tous les dépôts d'un seul coup, la banque serait techniquement insolvable avant même d'avoir pu rembourser tout le monde. Le fondement du système, c'est la confiance des clients dans la banque. Rompre cette confiance, c'est signer son arrêt de mort, et la Silicon Valley Bank nous l'a rappelé. Comme toutes les banques, SVB investissait l'argent de ses clients dans le but de le faire fructifier, notamment dans des obligations d'État, un actif très peu risqué qui consiste à prêter de l'argent à l'État américain contre des intérêts à long terme. Mais comme son nom le suggère, l'établissement s'adresse principalement à des startups, un secteur qui souffre particulièrement de la crise actuelle. En manque de sous, ces entreprises font naturellement plus de retraits que de dépôts, et SVB se retrouve vite en manque d'argent liquide. Pour assurer les retraits, elle décide de se délester de ses fameuses obligations. Mais pas de chance. Le cours a grimpé à cause de la hausse des taux d'intérêt. La banque doit donc les vendre moins cher qu'au prix d'achat, une perte de 1,8 milliard de dollars. Le fait que SVB soit prête à perdre cet argent pour obtenir du cash signale une certaine urgence à ses clients. Pensant bien faire, SVB publie ce communiqué pour signaler que tout va bien et que les retraits sont assurés. Sauf que c'est exactement l'effet inverse qui se produit. La panique s'installe. A lot of people started to pull their money first out of the stock price. People saw the stock price cut in half today and instantly said, uh-oh, our money in the bank could be in trouble. This is a classic bank run. And when the bank run starts, you don't want to be the last guy there and wondering what happened. La confiance est rompue et c'est un véritable cercle vicieux. En voulant retirer 42 milliards de dollars en une journée par peur que la banque ne coule, les clients la font véritablement couler. SVB est incapable d'assurer les retraits et elle fait faillite. C'est un événement traumatique pour les acteurs de l'économie, car si une banque s'écroule du jour au lendemain, qu'est-ce qui empêche une autre de faire pareil? Un climat de méfiance s'installe et les investisseurs sont ultra vigilants. Chaque mouvement est scruté de près. L'exemple qui exprime le mieux l'instabilité du moment, c'est cette interview. I'm wondering whether you would be open to assisting further if there was another call for additional liquidity from Credit Suisse. The answer is absolutely not. La banque saoudienne SNB, qui possède 10% de la banque Crédit Suisse, vient d'affirmer qu'elle n'y placerait pas plus d'argent. Alors que le banquier saoudien ne parlait que de contraintes légales, une rumeur se répand. Crédit Suisse ne serait plus fiable. En quelques heures, son cours dégringole. La banque est sur le point de s'écrouler et d'entraîner le système bancaire dans sa chute. Une fois de plus, la perte de confiance aura eu raison d'un géant bancaire. C'est à ce moment-là que l'État suisse intervient. Il insuffle 50 milliards de francs dans la banque avant de convaincre sa concurrente directe de la racheter contre de généreuses compensations. Ça permet d'éviter un effondrement global, mais aussi de rétablir la confiance. C'est le principal objectif des pouvoirs publics dans ce type de situation. Il faut absolument dissuader les clients d'aller vider leur compte en banque. La Réserve fédérale américaine, de son côté, s'est par exemple engagée à assurer exceptionnellement l'intégralité des retraits de la SVB. Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Mais ce système pose question. L'argent public sert à éponger la mauvaise gestion d'une banque privée.
En 2008, la crise financière et la chute de la banque américaine Lehman Brothers entraînaient l'invalidité des banques du monde entier, suivie d'une crise de la dette publique sans précédent. Depuis lors, des pare-feux ont été mis en place en Europe, comme un fonds de sauvetage ou une assurance des dépôts, financé par les banques elles-mêmes. Mais, on l'a vu, ce système est le socle de l'économie actuelle et reste par essence très fragile. En dernier recours et pour le maintenir à flot, les États restent contraints de payer l'addition.